Nous allons reprendre. Si vous voulez bien regagner votre siège, vous allez avoir l'avantage donc d'écouter Mauricio Tarab et Hugo Freda. Alors peut-être nous allons attendre encore 2 minutes. Est-ce que vous pourriez faire rentrer los que están afuera? Il faudrait un pousseur, dar el empujón. Alors, maintenant tout le monde est là. Ceux qui sont dehors suivront sur la pantalla, comme disait Maria Goldenberg. Ils peuvent, mais je leur conseille d'être dedans pour voir live sur la scène, en vivo, Hugo Freda. De l'ECF, ajoute Dominique Miller qui a bien raison, mais de l'ECF et... Bien, j'ai appelé mon texte, mon tout petit texte, conséquence. Disons qu'une conséquence évidente de la situation actuelle de la psychanalyse, c'est que le sujet supposé savoir ne sera plus jamais ce qu'il a été. De sa redéfinition dépend le devenir de la psychanalyse. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que le savoir à partir duquel une supposition peut exister se trouve, pour des raisons que nous savons, particulièrement réduit. Je me réfère là au devenir du savoir en général, du savoir sur lequel le psychanalyste peut s'appuyer pour faire naître cet amour orienté vers ce savoir, soit la naissance du transfert. De temps en temps, dans le champ du savoir se produit une révolution, une coupure, un saut qui marque dans le temps, en avant et en après. Freud produit ici cet effet. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les produits du développement scientifique, dont l'autrement tire de nombreux bénéfices sans que, pour autant, cela ne constitue une révolution. Néanmoins, il faut savoir que les progrès trouvent toujours une limite que nous appelons un réel. Cette limite ne se réduit pas à nous indiquer la banalité de nos illusions. Elle génère dans le même temps une série de réponses que nous avons appelées les nouvelles formes du symptôme. Ces formes ont toutes un point commun. Elles résistent à la signification. Ces résistances gomment la division du sujet. Les signifiants se transforment en un signe d'une identification à une jouissance. La demande du patient s'ordonne autour d'une nomination à laquelle il s'identifie.
Il s'agit d'un véritable implant de la signification qui annule toute métaphore, faisant du développement métonymique la condition de l'existence. Ces symptômes, on les qualifie d'inédits, en ce sens qui sont supposés ne pas avoir d'inscription dans l'autre, celui du XXe siècle, mais en trouver une au XXe siècle où l'autre n'existe pas. Le sujet supposé savoir partit de ces faits et voit apparaître dans son cabinet de nouvelles formes de demande de traitement qui, soi-disant, rendre l'opération analytique impossible. La réaction face à l'énigme de la signification ne se fait pas attendre et elle crée, sans que l'on se rende compte, une nouvelle liste d'inanalysables et participe à la limitation de la psychanalyse. Pour le dire plus directement, le devenir de la psychanalyse est subordonné à la lecture que fait le sujet supposé savoir de l'énigme de la jouissance. Voilà peu de temps, un éminent psychanalyste de l'IPA me rapportait ces faits et il considérait que, face à ces dits problèmes, il était chaque fois plus nécessaire de modifier la technique analytique. Bien sûr, l'erreur est grossière. Ce qui s'impose maintenant plus que jamais, c'est une redéfinition du signifiant et de ce que parler veut dire. Pour cette redéfinition, nous avons une ligne directive tracée par Lacan à partir du séminaire Encore. Séminaire où les conséquences de cet enjeu se font perceptibles dans la définition même du sujet supposé savoir. La pluralisation du nom du père entraîna d'une manière décisive la définition du psychanalyste. Il est un signifiant en plus qui peut, ou non, exercer une fonction comme signe d'une recomposition de la jouissance du sujet. Pour que le sujet supposé savoir soit possible, il devra incorporer, assimiler, faire cohabiter dans la supposition du savoir la supposition de jouissance. Au moment de ma part, j'avais proposé la formule « un amour qui s'adresse au réel ». C'est à ce que je viens de dire que je me référais. Merci. Avant de donner la parole à Mauricio Tarap, je voudrais demander à Oscar Zach et à Jesus Santiago de nous rejoindre. Mauricio Tarap, je vous donne la parole et vous faites partie de l'EOL. Sí, efectivamente. El subtítulo del próximo congreso: el orden simbólico ya no es lo que era. Deja ver entre los semblantes no ya la muerte en anamorfosis, sino descarnadamente, sin el último velo del objeto, un real indiferente a las ficciones que construye la época. Piénsese si no en la indiferencia del volcán islandés que no tomó en cuenta el delicado diseño de las turbinas de los aviones, ni los intereses de las compañías aéreas para elegir el momento de su explosión, y piénsese en que solo el azar de los vientos que disiparon justo la famosa nube fue lo que nos permitió reunirnos aquí. Ya lo olvidamos mientras estamos en nuestras cosas y suponemos que el mundo funciona allí fuera, ficción que compartimos ya que somos sujetos del siglo XXI también en la MP. Todo el andamiaje de lo que funciona en la civilización puede mostrar de golpe la fragilidad de las ficciones y de los sistemas expertos, para citar a Anthony Giddens, en los que se sostiene su funcionamiento y que constituyen un orden que ha venido a sustituir
a otro que ya no es el que era. Y no somos los únicos en percibirlo. Los intentos de regulación de los estados los testimonian de múltiples maneras. La fragilidad de lo simbólico seguramente vendrá acompañada de respuestas feroces. Eso puede cada vez más devenir en un peligroso programa político de control de las conductas. Ya en 1970, Skinner, fundador del conductismo y de sus terapéuticas derivadas, expresaba su deseo de dominio en la revista Times, diciendo que la libertad es un lujo que la sociedad no puede darse. Hoy, 40 años después, eso puede ser un programa siniestro que deberíamos tener en cuenta en relación a las consecuencias de un simbólico que ya no es lo que era en las curas. ¿Y nosotros cómo nos situamos y cómo respondemos a esto? En las curas se ven las consecuencias de esa fragilidad de lo simbólico, al que hacen de correlato las formas del síntoma que llamamos desde hace muchos años nuevas. Pero ya no se trata solo del ascenso del objeto al cenit, es además el fuera de sentido rotundo y la amenaza de devastación, el empobrecimiento subjetivo y el anonimato. En ese contexto, por venir, contamos a mi juicio con algunos instrumentos originales para pensar lo simbólico en el siglo XXI. Me explico. El subtítulo al que me referí, lo simbólico no es lo que era. Es una fórmula que bien podría ser dicha por alguien al final de su análisis. Es más, cuando alguien viene a un dispositivo especial que tenemos en las escuelas a decir que lo simbólico ya no es lo que era y puede demostrarlo, es probable que lo nominemos a E. Hace muchos años, Jack Alan Miller comparaba al otro, al final de un análisis, con la sonrisa del famoso gato de Alicia en el País de las Maravillas, el famoso gato de Cheshire, que finalmente también se desvanece y os deja solos. ¿Cómo se las arreglan los sujetos con algo así? Algunas respuestas pueden encontrarse en los pliegues de lo que escuchamos de nuestros nuevos AE. Es eso que cambia para Sergio Careto cuando el padre queda reducido a un programa de computadora. O en el caso de Patricia Bosquín-Carós, cuando es solo un traje dejado por fin atrás. O para Anne Lisi, que ubica lo que queda cuando se saca de en medio el tutor. O el Leonardo, que cuando es de ese simbólico ya no es lo que era, queda solo una envoltura sostenida sólidamente, pero por un vacío. O en el caso de Silvia Salman, que en el bits de su pase nos cuenta la sorpresa de que al final no obtiene un nuevo significante, sino que es el significante mismo el que ha quedado desanimado. Confrontarse a eso para cada uno de ellos fue una conmoción fundamental, pero sus testimonios permiten apreciar que un psicoanálisis le permite al sujeto que no quede desguarnecido cuando el simbólico ya no es el que era, y que el resultado de eso no es ni la devastación, ni el empobrecimiento, ni el anonimato, y que además su relación con lo real también ha cambiado. Es decir, que del pase y del final del análisis tenemos algo que aprender aún respecto de un simbólico que ya no es lo que era, y de sus consecuencias en las curas, en las vidas de los sujetos, y en cómo estos se las arreglan con ese nuevo estado de cosas. Me parece que eso puede darnos datos para una investigación con miras al próximo Congreso sobre lo simbólico en el siglo XXI a partir del psicoanálisis puro. Una investigación que puede completar las que seguramente también haremos y que se ocuparán del simbólico en el siglo XXI a partir de las transmutaciones de la cultura, de las insensateces de la ciencia o del cálculo del mercado y de la política. La parole est à Jesús Santiago, qui appartient à l'EBP, et comme l'a dit Eric,
il va nous parler du symptôme qui en passe par le DSM. Exatamente. No ano de 2012, terá lugar uma sugestiva coincidência de datas. Além da realização do 8º Congresso da MP, está previsto também a aparição da nova versão do DSM, o DSM-5, proposto pela Associação Americana de Psiquiatria. Essa coincidência atesta a pertinência da escolha do tema do nosso congresso, pois não há como negar que a formulação do DSM é um dos signos maiores da mutação que a ordem simbólica sofreu ao longo dos últimos tempos. A clínica do transtorno depressivo, com acento conferido à terapêutica medicamentosa, é exemplar do que vem a ser a incidência da reconfiguração do simbólico para o âmbito do sofrimento humano. Não basta dizer que a consequência maior dessa pressão do medicamento para a psicanálise é a anulação do sujeito do inconsciente. A supressão da dinâmica do sujeito exige ainda instituir novas formas de denominação para essa modalidade do mal-estar. A disseminação da ideia de que a depressão se trata com medicamento requer, portanto, uma redefinição que se exprime por uma nova visão diagnóstica, designada como dimensional. Nos últimos anos, avolumam-se as conjecturas por parte das teorias cognitivas de que as perturbações mentais prototípicas, transtornos bipolares, depressivos, graves e de ansiedade, fundem-se imperceptivelmente uma nas outras e absorvem os diversos critérios de normalidade. Compreende-se assim a normalidade como um construto destituído das fronteiras naturais demonstráveis, sendo disposta como zonas de rarefação que se misturam entre si. Isto acontece em uma tal amplitude que almeja-se, para o futuro DSM-5, a erradicação total das classificações categoriais, o que equivale a abolir o que pouco ainda resta de seu viés krepliniano. Tudo isso se faz em nome de um novo realismo, preconizado com bases no culto da utilidade e amparado pelo argumento epistêmico, nos termos de Karl Rempel, que afirma que uma ciência começa com uma classificação categorial de seu objeto e de que, pouco a pouco, à medida que tornam possíveis medições mais rigorosas e sistemáticas, substituir o saber da ciência pelo plano das dimensões. Então, o Rempel exatamente afirma, não é, que uma ciência começa com as categorias, mas pouco a pouco, através das medições mais sistemáticas, não é, substituir por dimensões. Então, a epidemia atual do diagnóstico concernente às depressões coloca o psicanalista diante da questão do emprego possível das categorias que fundam as oposições entre as clássicas estruturas clínicas freudianas. É inegável que, confrontado com a presença massiva da prática nominativa do sintoma proveniente da proliferação discursiva do DSM, o emprego habitual da noção de estrutura clínica, e particularmente a oposição entre a neurose e a psicose, exige uma conversão de perspectiva. No século XXI, a meu ver, não se trata de rechaçar o princípio da clínica diferencial, mas incluir os meios que visam lidar com os efeitos de discurso que envolve uma tal orientação na política do sintoma. A esse respeito, chamou-me a atenção a interpretação recente que Éric Laurent fez no Jornal do Congresso acerca do episódio Tiger Woods, pois trouxe à tona a questão concernente à aplicação da ferramenta clínica do sintoma, com H. Com a leitura do curso
de Jacques Alain Miller, Coisas de Finesse, aprendemos a distinguir os seus diversos usos. Por exemplo, o sintoma, como que se depura como incurável no âmbito do trabalho de decifração sobre o zin do sintoma. Quando Laurent se refere, em relação a Tiger Woods, como um sujeito surpreendido na precipitação de seu sintoma, abre-se também uma via fértil para um uso mais extensivo do sintoma com H, não é uso esse que, a meu ver, tem a ver com a tal madinguerie à moi. Evidencia-se que, com a ferramenta do sintoma, se está de posse de um recurso que favorece ao analista lidar com a proliferação atual da bedeutung do sintoma, na qual a borda do semblante surge como medida do real. Quando o valor operatório do simbólico se degrada, isto é, quando há excessiva interpenetração entre o simbólico e o imaginário, a prática do analista deve-se certamente orientar-se ao sintoma como modo de gozo e seus efeitos nos estilos de vida. Suponho que esse seja apenas um dos caminhos pelos quais nossas discussões irão trilhar nos próximos 2 anos. Obrigado. Je vais appeler Jorge Chamorro, Estela Solano et Alicia Arenas et vous donnez la parole. Oscar, excusez-moi, Oscar Zak, et vous faites partie de l'EOL. En los tiempos actuales constatamos que el orden simbólico ya no es lo que era. Caen los velos y se traspasan los semblantes. Esto produce un empuje a los sujetos a constituirse en consumidores compulsivos y a ocupar una posición de meros voyeurs, partener necesarios para esta época donde todo se da a ver. Esta forma de masificación viene al lugar de la individualización subjetiva, el todos iguales tratando de sustituir la singularidad del uno por uno. Fue en el año 2004 que Jacques Alain Miller, al situar la dictadura del objeto A, ubicó las coordenadas discursivas de la época. El empuje al goce sin medida y la liquidez de los lazos imponen una dimensión del superyo contra la cual el sujeto de la época está mal armado, es decir, un poco indefenso. Y como si esto fuera poco, nuevos desechos se van gestando, desechos industriales y desechos humanos. Estos fenómenos, a veces un poco escatológicos, se producen bajo la tiranía de la transparencia. Por esto, al decir de Éric Laurent, los analistas somos disidentes del ojo absoluto. Frente a este desorden, abrevar en el pensamiento chino nos puede, pienso, otorgar alguna orientación. Es así que leo la frase de Lacan cuando en el seminario 18 afirma que quizás es porque alguna vez estudió chino que es lacaniano. Frase que nos invita a separarnos vía este pensamiento de la familiaridad que tenemos con el pensamiento occidental. Si pasar por China es desfamiliarizarse de lo conocido, entiendo esta es la mejor vía para permitirnos pensar lo impensado de la época que nos atraviesa. La batalla se pierde de frente, pero la victoria se obtiene de costado, enseñaba Sun Tzu. Enseñanza que nos marca un camino, avanzar en la línea de la oblicuidad
para encontrar una salida que evite el enfrentamiento directo con los caprichos del real de la época. Frente a la amenaza al psicoanálisis, el analista lacaniano deberá ser un celoso custodio de su porvenir. Para esta responsabilidad podrá venir en su ayuda, una ayuda complementaria, tener como referencia a la conceptualización del sabio propuesto por Confucio. Sus características lo definen como alguien sin ideas preconcebidas, alguien que no acepta necesidades que se le impongan, alguien que rechaza el orden de la obligación, que no tiene una posición tomada respecto al otro y que no está ni a favor ni en contra de lo que piensa su alumno. Es decir, alguien que cuando opera prescinde de su yo y cuyo rasgo característica es el de estar disponible. Si aceptamos una suerte de paradoja borgiana, podríamos decir que es la versión de Confucio del analista ciudadano que alguna vez nombró Éric Lorán. Estas coordenadas le permitirán al analista recordar que, a diferencia de las ofertas del mercado, no promueve ni una lección ni una revelación. El analista, y más que nunca, es aquel que, sin renunciar a los principios que orientan nuestra práctica y sostenidos en ellos, trata de acompañar a un sujeto a encontrar su solución singular, contrariando así el empuje a la masificación para, acompañando al sujeto, encontrar su modo de anudamiento, que a la vez le permita sostener un lazo posible con su partener. En resumen, saber arreglárselas con su propia singularidad para apropiarse de la brújula que le marca el norte de su goce. Es, entre otras enseñanzas, lo que pude aprender de los testimonios de los AE que escuchamos en estos días. Si lo triste, como afirma Menzu o Mencio, es perder el propio camino y no seguirlo, abandonarla propiamente y no saber buscarla, subrayando que el objetivo de todo estudio no es otro que buscarla propiamente perdida, el analista entonces tratará de no perder de vista, de no olvidar que a cada sujeto que demanda una cura se le debe ofertar acompañarlo en el trayecto que le permita encontrar su salida. Salida que lo hace ser una excepción a una regla definitivamente inconsistente. Gracias. Hugo Freda et Mauricio Tarab ont montré comment l'analyste, nouvelle formule, est un instrument strictement contemporain. Comment parle-t-il aux symptômes qui se produisent orientés par la jouissance au zénith que nous ont montré Jesus Santiago et Oscar Sack? Eh bien, vous allez avoir 3 exemples de comment on leur parle avec Estela Solano, Alicia Arenas et Jorge Chamorro. Estela. Estela Solano fait partie de l'ECF. La mutilation d'Hermès. La science a fait surgir dans notre monde des choses qui n'existaient pas au niveau de notre perception. Elle a fait exister la lithosphère et peupler notre monde de la touche, comme l'indique Lacan. Freud remarquait déjà dans son Malaise dans la civilisation que grâce au progrès extraordinaire de la science et à leurs applications techniques, les hommes disposaient des instruments leur permettant d'une part de mieux maîtriser l'espace et le temps, aussi bien que d'élargir considérablement les limites du pouvoir de ces organes. Freud rappelle ainsi le progrès apporté par le téléphone, le microscope, le télescope, l'appareil photographique, les gramophones, entre autres.
L'homme, ajoute Freud, est devenu une sorte de dieu prothésique grâce aux organes auxiliaires dont il se revêt. De nos jours, nos indispensables organes de prothèse sont Internet et le téléphone portable, tous deux fusionnés dans l'iPhone. Ces nouvelles latouses ont révolutionné d'une façon inédite le lien social. Je ne m'attarderai pas ici sur ce point. Je veux considérer seulement le remaniement introduit par ces objets dans le rapport contemporain à l'ordre symbolique. Et à ce propos, je vais centrer mon attention sur le langage SMS. Le langage Short Message Service est un sociolecte écrit qui modifie les caractéristiques orthographiques et grammaticales d'une langue afin de réduire sa longueur. C'est une écriture éminemment phonétique, où plusieurs procédés sont combinés pour raccourcir les phrases et les mots. On a recours à l'abréviation où la plupart des voyelles sont supprimées ainsi que certaines consonnes. Aussi bien, on use du rebut typographique où l'on combine des chiffres et des lettres. On utilise aussi la valeur épellative des lettres, des chiffres et des caractères, comme l'utilisation de mots d'anglais plus pratiques parce que plus courts. On se sert aussi de nombreux sigles utilisés dans les sens de leur répartie ou des interjections. Et finalement, on emploie les émoticônes. Le langage SMS est utilisé aussi dans les réseaux sociaux tels que Facebook, dans les forums et dans les microbloggings tels que Twitter. De nombreux ouvrages d'études consacrés au langage SMS ont vu le jour dès lors que les linguistes et les sociologues s'intéressent à ce phénomène. Aussi, des romans écrits en langage SMS ont été publiés. Et il est de plus en plus fréquent que les étudiants rendent leurs copies en langage SMS. Pour ramasser mes propos, disons que l'écriture SMS fait l'économie de la syntaxe, de la grammaire et de l'orthographe. Elle porte atteinte, en conséquence, au langage, mais il se tient plutôt tout près de la langue telle qu'elle s'entend, dans un usage holophrasé. Le SMS contourne l'impossible à dire et l'expression des émotions en se servant des émoticônes, dont la complexité traduit aux usagers une sorte de nouveau traité des passions de l'âme. L'homme postmoderne a rendu le filou Hermès Ducratil encore plus rapide, mais au prix de sa mutilation. Les conséquences sur la cure de ce nouveau rapport à l'ordre symbolique se laissent déjà pressentir, non seulement au niveau d'une certaine difficulté de subjectivation, d'expression du vécu et de nomination des affects très sensibles chez les jeunes qui nous adressent une demande, mais aussi au travers de la difficulté des sujets pour impliquer leur dit dans la supposition du savoir. Néanmoins, nous ne sommes pas démunis pour traiter de ce nouveau langage, car il me semble que la séance courte ou hyper courte, telle qu'était pratiquée par le docteur Lacan, en est déjà une réponse anticipée, qui vient subvertir à son tour le bouleversement de l'ordre symbolique de la postmodernité auquel nous assistons.
Et la parole est à Georges Chamorro, qui fait partie de l'EOL. Bueno, gracias. Noten que la pregunta a la que estamos respondiendo tiene cierta dificultad. Se nos plantea una respuesta anticipatoria de lo que va a ocurrir en un siglo, algún tipo de respuesta en ese orden. Por eso se me ocurrió que una respuesta, a mi entender, más o menos razonable era responder en condicional. El analista supuesto a las cosas que van a ocurrir según decimos hoy. Esta sería la idea. Si las fragilidades de lo simbólico tuvieran como efecto sujetos del vacío existencial, sin demanda, sin deseo, orientados por goces cuyo horizonte se puede entrever, que anticipan la angustia y el desecho, nuestra clínica y la posición del analista en particular será convocada a responder de forma tal que nuestra práctica tendrá algunas resonancias en el psicoanálisis activo de Sándor Ferenczi. Ferenczi y sus piruetas frente a lo real, recordemos, psicoanálisis activo o análisis mutuo. Dos respuestas que deberán, desde nuestra perspectiva, diferenciarnos y distanciarnos de una respuesta que lo colocaba al analista en el lugar del amo, la prohibición. Tomo como pequeña referencia dos sujetos, uno del lado del aburrimiento y el desgano, más lento, uno del lado del aburrimiento y el desgano y el otro del lado del vacío y de la angustia. El primero es un chico de 15 años cuya única referencia era el aburrimiento, el cansancio, el desinterés generalizado por todas sus actividades y que finalmente encontró un cierre a un par de años de trabajo esforzado, de venir a mi consultorio, y construyó su partida. Sin mucho convencimiento y un poco desalentado por sus respuestas, le pregunté qué consideraba la eficacia de lo que habíamos hecho este par de años. Si rescataba algo. Y esperando su habitual bostezo, me contestó contundente, para mi sorpresa: aquí aprendí a hablar. Lo que él formulaba de esta forma, en verdad, fue un trabajo sistemático de hacer que significara sus relatos. Empuje a hablar, primero, porque bostezaba. Empuje a significar sus enunciados, o sea, a decir qué significaban esas cosas para él, y en alguna oportunidad empuje a que se implicara en el significado que le daba a los sucesos. Él concluyó que eso le había hecho aprender a hablar. Es decir, subjetivar el discurso y al mismo tiempo construirlo. Me parece un dato importante, clínico, que no demos por supuesto un discurso cuando no lo hay. Hay que construirlo. Recordemos una formulación de Jacques Lacan interesante para lo que quiero transmitir. Hacer. Recuerden que hay una formulación que hemos tomado, creo que en Comandatuba, hacer vergüenza. Este significante desplaza algo, este significante estaba en el seminario del acto del lado del sujeto analizante. Lacan decía allí, el sujeto es el que hace, el que trabaja, y el analista está en el lugar del que autoriza el acto. O sea que del seminario del acto al seminario 17, el significante hacer se desplaza del lugar y entonces va al lugar del analista. Este sería, subrayo este desplazamiento. Hacer vergüenza, dice allí Lacan, pero también decimos hacer discurso, pero también hacer demanda, pero también hacer deseo. El analista hace, por supuesto, también cuando molesta a la defensa, y en este punto se distingue del analista del silencio, del enigma, el que descifra, es decir, el que lee. Sin embargo, su hacer no es cualquiera. Es un hacer que no abandona la referencia del deseo del analista a la pulsión, y recuerden el texto de Lacan, del Trieb de Freud al deseo del analista. Es a raíz de esta referencia que podemos distinguir el hacer vergüenza
de una posición moral. La relación entre el deseo del analista y la pulsión hace y produce el efecto de esta distinción. Podemos también distinguir una posición demandante de una que causa la demanda del sujeto, que son dos cosas distintas. Una demanda que se sostiene en la pulsión y como tal una demanda decidida que no convoca al otro con mayúscula. Es el mismo analista que suponemos al que molesta la defensa y también el de la vacilación calculada de la neutralidad. Por eso distinguía el análisis mutuo de Sándor Ferenczi. Esta idea de vacilación calculada de la neutralidad evoca a la otra sujeto, una niña de 20 años, que encerrada en su habitación llorando, sin una causa precisa, se niega a responder a los reclamos preocupados de sus padres. Me lo comunican, yo estaba de vacaciones a 800 kilómetros de distancia, y entonces empiezo lo que yo llamaría una vacilación calculada por mensaje de texto. Comencé la intervención por medio de mensajes de texto. Los 6 primeros no encontraron respuesta. Al 7º respondió diciendo que dejara de molestarla, que no me iba a contestar. Entonces le dije que estaba bien, que estaba de acuerdo, que el que hablaría sería yo. Y comencé a relatar dónde me encontraba. Paisaje de montaña, comida artesanal, verde, caballos, fue una clave. Al 4º me respondió: te envidio. Seguíme contando. Es hacer demanda. El horizonte del análisis no es siempre la no respuesta a la demanda, sino una demanda que se ubica en el lugar de la causa. Gracias. Donc une annonce, excusez-moi, Dolores Castrillo Mira devrait aller à l'accueil. Alors par ailleurs, je voudrais demander à Catherine Lazarus Matet et à Dominique Laurent de nous rejoindre et je donne la parole à Alicia Arenas qui fait partie de la NEL. Entre los problemas que plantean los cambios en lo simbólico a la clínica de nuestro siglo, hay uno que se manifiesta en el eje mismo de la experiencia psicoanalítica, las nuevas formas de transferencia que establecen los sujetos de la época, para quienes desde luego el analista tampoco es lo que era. Los hijos del otro que no existe no llaman al analista porque creen en el padre. Lo hacen más bien en términos de su valor de objeto de consumo, por lo que es mejor estar avisado para no ser desechado antes de tiempo. Esto requiere nuevas exigencias, ya que el analista cuenta poco o nada con el despliegue simbólico por parte de un sujeto cuya fragilidad lo hace aferrarse a un tipo de narcisismo en el que no se encuentra nada cómodo, pues el síntoma se hace presente de todos modos. Solo que eso no quiere decir nada. La pregunta que surge es sobre una dirección de la cura posible que permita el establecimiento de un campo de operaciones donde algo de lo simbólico pueda ser anudado con o sin la suplencia imaginaria a la que el sujeto se aferra. Un equilibrio frágil que el analista ha de cuidar con tacto y que en ocasiones puede dificultar la vía de estorbar la defensa, pues solo se puede lograr que el sujeto, en estos casos, salga corriendo del análisis con un malestar aún mayor del que tenía al llegar. Se trata entonces de construir estrategias y tácticas de la transferencia que se adecúen a las necesidades de esta clínica. Y para esto el analista... ¿Más? Okay. Y para esto, el analista ha de prestar su cuerpo, su pensamiento y su imaginación, pues algo de la división que no está en escena ha de recaer sobre él en forma operativa, al menos por un tiempo.
Si bien no se trata del trabajo con la psicosis, el analista, en tanto partener de estos sujetos, ha de tener la habilidad de sostener el camino de las operaciones de anudamiento y desanudamiento sin permitir que el impasse en el que el sujeto está inmerso destruya la cura. Creo que Jorge Chamorro nos ha dado dos ejemplos muy claros de esto. Es claro que hablo de un trabajo que solo puede hacerse cuando el analista está claramente en el marco del psicoanálisis de orientación lacaniana, pues es solo a partir de que tenga muy claramente ubicada su posición en el dispositivo que será posible conducir este tipo de curas. Lo evidencian los estragos que producen otras formas terapéuticas, cosa que observamos con gran frecuencia. Lo esencial es que no se trata de buscar efectos terapéuticos, sino de dirigirnos al logro de efectos analíticos estables que impliquen la relación del sujeto con el goce. Los colegas de la MP en el laboratorio que mencionaba Fabiana Parstek dan cuenta de su trabajo en este tipo de clínica. Por ejemplo, Manuel Fernández Blanco habla en el último Papers de la represión lacaniana que implica un síntoma como puro medio de goce que deja de lado la castración, pues se trata de un sujeto que se supone sin limitaciones como buen agente del discurso capitalista. Leda Guimaraes señala que en estos casos es necesario hacer el mejor uso posible de los recursos imaginarios, al mismo tiempo que el analista tiene que mantenerse alejado de cualquier posición de juicio. Domenico Cosenza subraya que se trata de una clínica y un síntoma sin otro, más allá del tipo clínico. Y así muchos otros colegas vienen dando cuenta de este tipo de clínica. Dejarnos orientar por lo real y conocer los usos posibles de lo imaginario parecen en esta clínica de lo simbólico fragilizado recursos que el analista de hoy ha de estudiar y conocer exhaustivamente. Entonces, estrategias de la transferencia para el siglo XXI me parece una línea de trabajo de mucho interés para el próximo Congreso de la MP. Ce lien du symptôme et du transfert nous introduit effectivement à cette invention du nouvel amour. Mais lequel? Donc les deux oratrices qui vont suivre se sont posé la question. Catherine Lazarus-Mathey, à qui je donne la parole et qui fait partie de l'ECF. Cherche partenaire garanti. Le principe de précaution a des effets sur la rencontre amoureuse. En m'écartant du singulier de chaque cas de ma pratique, 2 séries de jeunes femmes se sont détachées, se prétendent à des généralités sur ces femmes qui sont opposées quant à leur capacité à faire couple. La première série est composée de femmes en couple solide. Sans radicaliser les catégories cliniques, leur cas semble relever de la psychose ordinaire. Et si le pouce à la femme y joue son rôle, elle donne de plus en plus raison à Lacan, qui énonçait qu'une femme ne rencontre l'homme que dans la psychose. La deuxième série offre un éventail de femmes célibataires, hétéros ou homosexuelles, voire les deux, qui ont une vie sexuelle où l'amour est fugace quand il n'est pas absent. Les premières cherchent à régler des phénomènes de corps et des manifestations d'angoisse liées à un autre plus ou moins méchant dont s'accepte le partenaire. Elles construisent ainsi une vie normée et acquièrent auprès de l'analyste un savoir-faire avec la menace toujours en réserve. Leur existence codée a des allures d'ordre symbolique stable et folles du tout qu'elles constituent dans le partenaire, elles font le pari de la solidité de cette accroche dans un nouage qui leur fait trouver l'amour et où le défaut du symbolique se soutient du rapport sexuel. Elles rappellent d'une certaine façon l'Olvestein, qui sous la plume de Marguerite Duras, connut 10 ans de paix dans une existence conjugale calquée sur des couples voisins conformes. Les jeunes femmes de l'autre série sont plutôt névrosées. Indépendantes,
à l'occasion déchirée par l'exhibition des vies sur Facebook, marquées par les impasses de leurs parents, elles exigent la garantie d'un amour durable qui les laisse seules à la recherche du partenaire estampillé d'un label de qualité. Sans garantie, le pari sur le manque n'est plus de mise. Elles sont agies par leurs fantasmes et leurs jouissances, et l'analyste trouve là sa place. Objet dégradé d'un partenaire insuffisant qui peut même leur voler la mascarade, qui se laisse captiver dans les raies de l'univers du virtuel, ces femmes contemporaines s'éloignent de celles qui, dans le lien à un autre, avaient un rapport fréquent à la clandestinité, dérobant le phallus imaginaire ou se constituant comme tel. Pourtant, le versant phallique est toujours là, mais l'insatisfaction est maximale. Le pas-tout qui la cause confine à un plus de pas-tout, ou voire à un pas du tout, accentué, selon ce qui s'énonce chez ces femmes, par une féminisation de la jante masculine, donc moins castrable puisque moins mâle. Ces femmes ne trouvent pas ou n'acceptent pas, quand elles la rencontrent, la prise phallique, faute de garantie. Difficile alors pour elles d'être une femme pour un homme. Et souvent, elles obtiennent davantage de signes d'amour des femmes qui, elles, leur parlent. Leur demande de garantie freine tout consentement et réalise en quelque sorte le non-rapport sexuel. Là où la psychose réaliserait le rapport sexuel et inventerait un semblant de symbolique apaisant, la névrose réaliserait, plus que le ratage inévitable du rapport sexuel, son impossibilité et désorienterait. Passer de l'impossible pari à l'impuissance pour aller vers un impossible porteur de risques et de vie et qui n'isole plus un sujet est possible pour certaines dans l'analyse. Mais la référence au phallus trouve moins sa place. Il convient donc d'œuvrer vers la mise sur l'impossible. Les analystes lacaniens sont déjà dégagés de la répartition sexuée pour faire valoir de nouveaux semblants. Et puis l'écart est irréductible entre le principe de précaution et le ratage inhérent au par-l'être. En cela, l'analyste reste le partenaire qui répond. En cela, la psychanalyse reste subversive, étant la seule à donner ses lettres de noblesse à la garantie du ratage pour pouvoir orienter et passer du pari impossible de la bonne rencontre au pari sur l'impossible. Je vais appeler pour finir Georges Forbès et Graciela Brodsky et donner la parole à Dominique Laurent qui fait partie de l'ECF. Graciela Brodsky va s'asseoir sur la dernière chaise qui est là disponible et Georges Forbès, lui, va passer au pupitre puisqu'il va nous faire usage d'un slide qu'il a préparé pour nous qui permettra donc d'avoir une petite écriture finale sur tout cet ensemble. La parole à Dominique Laurent. Au XXe siècle, le féminisme, dans son combat d'émancipation à l'égard de l'ordre symbolique traditionnel, a eu l'ambition de résoudre à lui seul la question féminine. Au-delà des acquis du féminisme militant, le féminisme universitaire aux USA a assuré la promotion de la notion de gender. Le choix du sexe trouverait son accomplissement dans cette notion supposée donner toute licence à la bonne identification. Être homme ou femme se réduirait à une identification de rôle. La tentative de résorption de la différence homme-femme dans l'identité de genre s'est confrontée à une fuite des identifications comme en témoignent les transgenres et au problème du soin de l'enfant. Fuite des identifications et problème de l'enfant. L'échec de cette politique a été relayé par l'éthique du care. D'abord liée à l'éthique féminine et ses vertus supposées, elle a été ensuite abordée dans une conception maternaliste faisant de la relation mère-enfant le paradigme de toute relation de care.
Disons simplement que le binôme gender-care transcrit dans le discours universitaire de la nouvelle morale globale celui de la femme et de la mère. Le care est apparu comme une solution face aux impasses de la tentative de stabiliser par le discours des catégories universitaires l'identification féminine. La montée au zénith actuelle du care, signifiant d'un nouvel idéal, est assurée depuis son découplage du gender. Son usage moral et politique décrit un lien social nettoyé de la jouissance, version moderne de l'agapé. Le gender et le care ont contribué, oserais-je dire, à une délocalisation complète de la femme qui n'existe pas. Ceci se décline de façon multiple dans le registre imaginaire, symbolique et réel. Les femmes ont 3 recours possibles pour parer au manque: l'amour, la pulsion, le phallus. Les ratés de l'amour, cependant, les précipitent dans des abîmes dépressifs récurrents. Le plus de jouir pulsionnel, quant à lui, s'exacerbe. L'anorexie, la boulimie, l'achat compulsif, l'exhibitionnisme féminin se manifestent massivement. Le phallus, qu'il passe par l'homme ou l'enfant, n'est pas sans réserver des difficultés. Les remaniements du monde contemporain favorisent d'une part le zapping généralisé et affolé des femmes sur le programme masculin qui saurait les captiver réellement, de l'autre, un éloignement toujours plus grand des hommes et des femmes. Cet éloignement les conduit à une solitude colmatée par l'addiction toujours renouvelée de l'imaginaire d'un corps, remodelé par la science, le sport, les régimes, la chirurgie esthétique, la tyrannie de l'objet de consommation, voire l'addiction à d'autres substances ou à l'usage d'Internet, comme il a été mentionné il y a quelques instants. Le programme maternel, quant à lui, révèle bien des surprises au moment où nous assistons à une aussi délocalisation des mères par le travail, les familles recomposées, les familles monoparentales. Les impasses rencontrées dans les couples hétérosexuels apparaissent de façon plus claire encore chez les couples gays et lesbiens. Ces derniers mettent au jour ce qui reste masqué dans la fausse évidence du lien naturel. Ils obligent à renouveler les fictions juridiques du couple dans sa composition et recomposition. Il en va de même pour celles qui vont au-delà de la tradition des mères adoptives en recourant aux mères porteuses ou aux dons de gamètes. Ces nouvelles configurations de la maternité, soutenues d'identifications réinventées, facilitent la chute de l'enfant phallus et sa réduction à l'objet A. Face aux impasses du savoir-faire, supposées des identifications de rôle, qu'ils relèvent du gender ou du care, les enjeux de la cure seront non pas de réparer les trous du savoir-faire, mais d'introduire un savoir-y-faire au sens de Lacan. C'est savoir-y faire avec l'absence de rapport sexuel. Y être implique la consistance de ce qui est oublié par le care ou le know-how, c'est-à-dire le symptôme comme tel. Je donne la parole à Graciela Brodsky, qui fait partie de l'EOL. 5 puntos que se podrían tomar en cuenta para el próximo Congreso de la MP en el año 2012. El punto 1, el S1 desencarnado. La incredulidad y la burla que al menos en Occidente alcanza hoy en día
a todas las formas de autoridad, lejos de abrir las cárceles del goce e instalar la supremacía de lo real, hace proliferar el control allí donde antes regía la ley. No hemos vuelto a ningún estado de naturaleza en el que las pulsiones violentas se manifestarían sin censura. Por el contrario, lo que vino al lugar de los ideales caídos es un simbólico desencarnado, una sociedad de vigilancia doméstica, de burocracia administrativa, de planillas, de formularios, de protocolos estandarizados en los que ya nadie encaja. Punto 2, las identificaciones sin ideal. No encajar en el otro, sentimiento profundamente histérico en otro contexto, suele dar lugar hoy en día a soluciones más complejas. Lo que sorprende, por ejemplo, en los comentados suicidios de France Telecom es el fenómeno de identificación que termina formando un nuevo conjunto con los segregados del contexto laboral. No se trata solamente de que los medios hayan hablado en plural de los suicidados, agrupándolos, sino que el suicidio mismo, de un modo completamente paradojal, deja de ser un acto singular. Además de ser un mensaje in extremis dirigido a la empresa, reinstala en la serie de los 25 un lazo desesperado con los otros, una identificación, aunque suene raro, con una comunidad de pares que no tienen en común un ideal, sino que comparten su calidad de objetos caídos de la escena del mundo. Allí donde en otro tiempo las grandes huelgas o las agrupaciones políticas permitían una solución colectiva, la solución singular de los empleados de France Telecom lleva a mirar más de cerca las paradojas contemporáneas de la identificación. Punto 3. El cuidado de los semblantes. El hecho de que la cura analítica se oriente por lo real, apunte hacia lo real, así como la brújula apunta al norte, no es equivalente a decir que la cura analítica conduce a lo real. Más bien, se trata de que es lo real lo que dirige la cura, así como dirige nuestras vidas y nuestras instituciones. Y hay que saber localizarlo y lidiar con él cada vez sin dejarse aspirar por completo. Si todo fuera relato posmoderno, si todo fuera ficción, no habría que preocuparse por el cuidado de los semblantes. Pero si todavía hay que cuidarlos, es porque aprendimos que a cada utopía, desde las luces hasta la evaluación generalizada, se le impone un real que denuncia su impotencia. Punto 4. Entre la locura y la debilidad. Lo que llamamos la última enseñanza de Lacan desmistifica el final de análisis, desidealiza el pase, hace de cada uno no un héroe trágico que atraviesa las barreras de lo bello, del bien y del pudor para encontrarse en un punto del que ya no hay retroceso, sino que hace de cada uno un artesano que se las arregla como mejor puede con los embrollos de lo real. Y no limita la cura a perturbar la defensa, sino que prescribe al analista la prudencia de no alentar a nadie a abandonar las soluciones que supo inventar,
sin estar lo bastante seguro de que podrán ser reemplazadas por otras mejores. Entre locura o debilidad mental, retomando una expresión de Lacan, comenta Miller a propósito de un caso presentado por Javier Esqué en Barcelona. Entre locura y debilidad mental hay que elegir siempre la debilidad mental, es decir, el inconsciente, esa enfermedad mental de la que no hay despertar. Punto 5, último. La dignificación del relato de sí mismo. Tomo la expresión de Clotilde Leguil. Entre el cuidado de los semblantes y la cultura del espectáculo pasa el estrecho desfiladero de los testimonios de momentos de la cura psicoanalítica, ya sea que estén en boca de los AE o de los analizantes. Entre el pase 2, dentro del dispositivo, y el pase 3, frente al público, se abre una brecha crucial para el futuro del discurso analítico. El público, las instancias, piden más veces, más variedad, más detalles, más, como en el cuento de Alphonse Allais. Puesto que carecemos del manual universal de cortesía que nos proporcionaba el nombre del Padre para saber cómo dirigirnos a los otros, esa brecha tendrá que ser explorada conjuntamente en las conversaciones por venir durante los próximos 2 años. La primera, mañana mismo a la tarde. Gracias. Alors, on peut dire que de la variété, il y en a. Ici, il y en a eu avec la passe. Et donc, à mon avis, on peut dire que nous sommes modernes. Et nous allons terminer cette séquence et ce congrès donc, avec une lettre, d'après ce que j'ai compris. Avec de la lettre. Oui. Okay. Georges Forbès, qui fait partie de l'EBP. La psychanalyse épouse le relief du paysage. Dans mon cas, le relief est celui d'un pays de 200 millions d'habitants et plus spécialement d'une ville de 20 millions d'habitants, São Paulo. Dans cette métropole gigantesque, on se heurte tout particulièrement aux défis posés par le discours de la science, par la puissance du capital et par les nouvelles formes de l'organisation industrielle, ce qui nous oblige à inventer des réponses inédites. Voici plus de 15 ans que quelques collègues à São Paulo ont entrepris de recherches sur les manières de faire face à ces nouveaux défis. Certains de ces collègues ont d'ailleurs écrit à Éric Laurent au moment où il a annoncé le sujet de notre prochain congrès pour lui témoigner leur satisfaction et lui rappeler qu'ils s'étaient déjà mis depuis un certain temps à réfléchir sur ce thème. Dans les 5 minutes qui vont suivre, je me propose de vous résumer en 13 points sur la slide qui va vous être projetée les principales différences qui me semblent caractériser les changements que la globalisation impose et auxquels une psychanalyse du XXe siècle doit répondre. Voilà. Si quelqu'un pense que c'est pareil à Matrix, c'est la blue pill et la red pill. Bon, on sort, je pense que le point plus important pour nous, c'est qu'on sort d'un monde d'une ordre verticale, ce qu'a pu promouvoir le père et l'Édipe, et on passe pour un monde globalisé, une ordre horizontale. Dans ce monde, on n'a plus l'orientation paternelle, ce que n'ouvre la possibilité plus que jamais du calcul collectif
dans une analyse l'utilisation du temps comme Lacan nous a appris à faire. Si on vient d'un monde d'un ordre vertical, paternel, on était dans un monde de vérité, comme Jacques-Alain Miller a insisté plusieurs fois. La vérité, c'est toujours un construct logique. Ça dépend de la logique d'être vrai ou pas, et pas d'une nature en elle-même. C'est différent d'une certitude. Et on voit ça, par exemple, dans les témoignages de la passe. On sort d'un monde de l'impotence, de l'impuissance à la puissance pour entrer dans un monde qui va de l'impuissance à l'impossible. Ça veut dire que ça aussi, c'est très bien pour la psychanalyse. Il faut que je dise que je suis plutôt optimiste dans ce monde actuel pour les possibilités de la psychanalyse. Ça veut dire que on sort d'une analyse qui va donner toujours une signification en plus pour une signification en moins. On sort du dialogue pour entrer dans un monde de monologues articulés. Sur ce point, je trouve que c'est très intéressant de voir des phénomènes comme la musique électronique, parce qu'on a appris il y a quelques ans qu'une série de personnes ensemble qui ne se comprennent pas étaient d'autistes. Mais comment appeler des autistes quand 3 millions de personnes dansent ensemble dans la rue sans se comprendre au son d'une musique tellement étrange à vieille génération comme la musique électronique. Ce monde de dialogue était un monde de raisonnement, et ce monde de monologue articulé, c'est un monde de résonance. Il y a, je ne peux pas traduire ça en français, mais pour les Brésiliens, ça fait beaucoup de sens parce qu'un argot très commun au Brésil, ce sont les adolescents qui disent « tá ligado ». « Tá ligado », ça veut dire « est-ce que tu es connecté ?» L'importance, c'est de raisonner, pas tellement de raisonner dans ce point, dans ce sens-là. On vient d'un monde statique pour un monde d'interaction, un monde hiérarchique pour un monde de radicale différence comme le ZAE, par exemple, un monde où on entraînait les gens, ça faisait partie de la psychanalyse, le mot training analysis, par exemple, pour un monde d'expérience. Chacun parle ici de son expérience, le mot expérience a été tout le temps pendant cette semaine utilisé. Un monde d'une évaluation pour un monde d'une responsabilisation, un monde où parce qu'il avait un standard, on pouvait parler d'une version différente du standard, d'une adiversité, pour un monde d'opportunités, un monde d'une raison aseptique, pour un monde de raison sensible. Exemple, soit les différences, par exemple au Brésil, entre deux candidats à la présidence, Serre, qui s'est présenté comme raison aseptique, et Lula, raison sensible, soit par exemple le cours actuel de Jacques-Alain, quand dans les 3 premières leçons, il se demande comment parler de la vie de Lacan, pas d'une façon aseptique, mais d'une façon sensible. Parler pas du grand homme, pas du plus, mais parler du trop. Comment raisonner dans cette raison qu'inclut la sensibilité. Et finalement, je crois la différence plus importante, c'est qu'on a été élevé dans une conception du futur comme une projection du présent. Nos parents nous disaient, si tu ne fais pas, par exemple, médecine, tu ne seras rien. Ou avocat, ou droit, ou être ingénieur. Ça, c'est ridicule pour un gamin d'aujourd'hui, parce que le futur n'est plus une projection du présent, le futur, c'est une invention du présent pour cette génération. Je vais finir.
Je vois ça, évidemment, j'étais très vite pour respecter mes 5 minutes, mais je crois, c'est simplement pour donner, comme je disais, un paysage actuel et se demander si la psychanalyse a de réponses à ces nouveaux problèmes. Je crois oui, et je crois que la chose plus importante dans tout ça, c'est que c'est un monde qui va nous demander d'un nouveau genre de responsabilité, la responsabilité en face du hasard et en face de la surprise, et plus que jamais, la phrase de Lacan, elle est présente de notre condition de sujet, nous sommes toujours responsables. Merci. Nous finissons donc sur cette note absolument optimiste que nous partageons. Nous arrêtons là cette séquence et je vais vous demander peut-être, je vais faire appel à Luis Solano, qui est le directeur de ce congrès. Alors, de temps que Luis Solano arrive, il est là, ça y est, c'est... Alors, Alors, il nous reste à remercier Dominique Miller, qui a été une amphitrionne formidable et qui a tenu à organiser tout ça comme un ballet épatant. bien, et demain c'est les jours de l'association. C'est les jours de l'Assemblée générale de tous les membres de l'AMP. Mais en même temps, c'est le jour de l'association, mais soumise à la transparence, puisque son assemblée est retransmise devant les non-membres. C'est hallucinant. C'est tout à fait inédit. Ouais, voilà. Alors, les membres donc sont convoqués demain matin à 8h30. C'est un peu 8h30, c'est vraiment pour les stakhanovistes, mais normalement, ils sont convoqués, il faut qu'ils arrivent à 9h15 pour signer entre 9h15 et 10h. Eric, tu sais que ma commission d'accueil est un peu fatiguée, c'est le 5e jour demain. Donc, laisse-les venir un peu plus tard. 9h15 alors. 9h15. 9h15. Nous sommes d'accord. Eh bien, de quoi on va parler? Tout le monde a le programme. Nous avons le rapport de trésorerie par Xavier Esquet. C'est un rapport qui est toujours très drôle. Il va faire court, hein. Très court. Et je dis... Sérieux, mais court. Et je dis tout de suite à Gustavo Goyen, notre chef des traducteurs et toute son équipe, que seulement il y aura 3 chiffres dans le rapport de trésorerie, ce qui est un exploit. Parce que tous les chiffres ont déjà été distribués à tous les membres. Ils ont déjà pu vérifier, refaire les calculs, regarder si tout allait bien. Eh bien, à 10h30, nous avons l'action de l'acarienne dans les écoles et les champs freudiens avec l'intervention des présidents des écoles de l'AMP. Et là encore, ils feront un effort de concentration, 5 minutes chacun. Et vous voyez que quand on fait cet effort, on peut dire beaucoup de choses en 5 minutes. Nous devons ajouter que nous serons honorés aussi par la présentation de la présidente de la Fondation du Champ freudien. Absolument. Comme il est habituel dans toute assemblée générale, il y aura les rapports moraux et rapports de gestion du président. Il est prêt, Eric. Aïe, aïe, aïe. Dernière ligne droite. Ensuite, un débat général sur les rapports moraux et les rapports de gestion. Bon, ça sera plus intéressant, puisqu'il faudra préparer dans ce débat la conversation de l'après-midi. J'essaierai de chauffer la salle pour Leonardo. Très bien. Et c'est le seul moment où tous les participants auront un moment d'action.
Ils doivent lever la main s'ils sont d'accord. Oui, c'est un vote très important. Donc, entre 1h moins quart et 3h moins quart, c'est la pause déjeuner. Ensuite, nous reprenons à 3h moins quart avec la présentation du nouveau conseil de l'AMP, avec un discours très attendu du président. Du candidat président. Ah, il n'est pas encore président. Et non, il sera élu par le nouveau conseil qui l'élit en son sein. Ah bon. Eh bien, ce sera une surprise. Mais oui. Tout à fait. Entre 15h30 et 17h30, la grande conversation de l'école 1. Ça sera passionnant. Et nous allons finir le soir au cabaret sauvage, avec un programme qui a été annoncé, que vous connaissez très bien, et qui malheureusement ne pourra pas accueillir tout le monde inscrit. C'est une salle qui ne peut contenir que 750 personnes et on ne peut pas aller au-delà. Ça, je le dis parce que beaucoup de personnes ont voulu s'inscrire à la dernière minute. Donc tu as réussi, il faut dire que ce programme était formidable et avec l'atmosphère du congrès, tout le monde veut poursuivre cette atmosphère et c'est dans le cabaret sauvage. Absolument. Porte de la Villette, juste derrière du Palais de la Musique. Oui, c'est très beau comme endroit. Très bien. Ils le connaissent déjà parce qu'on a envoyé avec le journal de journée des photos et c'est un lieu célèbre et très, très parisien. Je crois que nous devons terminer là. Et à demain à 9h15. Merci beaucoup à tous.